Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du mercredi 26 février 2025. Dans les actualités de ce jour, le lancement de l'initiative de soins gratuits dans le cadre de la caravane médicale Sarobindi Ek a débuté aujourd'hui au stade d'Abouidjachim, une activité conjointe de l'association FITI, dirigée par l'épouse du président de la République, Miali Radzouel, du ministère de la Santé publique et de l'OMS. La caravane sillonnera la RN4 et son parcours se terminera le 7 mars à Mahadzang. Plus de détails avec Mervoula Sferen et Andoura Zanjabi. Comme auparavant, l'événement Sarobindi Ek attire toujours une foule nombreuse venue bénéficier des services médicaux qu'il offre. Comme à l'accoutumée, en cette préparation de la célébration du 8 mars, se tient l'événement social Caravane médicale Sarobindi Ek, organisé par l'association FITI, dirigée par l'épouse du président de la République, Miali Radzouel, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et l'OMS. Pour cette année, la caravane médicale sillonnera la RN4, traversant 3 régions, à savoir Analamang, Betsbouk et Bouéni. Le lancement pour cette année s'est tenu aujourd'hui dans le district d'Abouidjachim et se poursuivra dans le district de Maïvatanand, en bas de Bouéni, jusqu'à Mahadzanga 1, jusqu'au 7 mars. De tels services de santé aident grandement les habitants d'Abouidjachim, a déclaré le député élu d'Abouidjachim, Johnny Rakoutoarsou. Depuis le début de la caravane médicale, les services disponibles n'ont cessé d'augmenter et de s'améliorer. Et maintenant, en cette 32e édition, presque tous les services courants au sein des établissements hospitaliers sont disponibles auprès de ces camions médicaux, comme les examens de santé générale, les soins dentaires et bucco-dentaires, les soins oculaires, la pédiatrie, la cardiologie, la dermatologie, les soins prénataux et la distribution de moustiquaires, la vaccination des bébés et des enfants. Différents dépistages sont également disponibles, dont les dépistages du diabète, du cancer du col de l'utérus, de l'IST, VIH, de la malnutrition, de la tuberculose et de l'hernie chez l'enfant. En parallèle, les dons de sang sont possibles auprès de la caravane, tout comme les échographies, les radiographies ou les mammographies. Néanmoins, l'une des principales préoccupations à l'approche du 8 mars est la sensibilisation au planning familial, affirme le professeur Zél Harvey Lourajiamanantang, ministre de la Santé publique. Ces efforts de soins de proximité répondent aux droits de l'homme et financer ainsi le secteur de la santé n'est pas un gaspillage d'argent, comme certains le pensent, mais un investissement, a déclaré le représentant permanent de l'OMS à Madagascar. La vie est précieuse et la vie n'a pas de prix. Donc profitez de cette occasion, comme je disais, de la couverture santé universelle où les soins sont gratuits, mais aussi les soins de qualité, mais aussi avec des professionnels de qualité. C'est des soins qui sont intégrés, qui vont prendre les circuits jusqu'à Madjenga. Donc toute la population devait profiter et ceci reflète l'engagement ferme du gouvernement malgache pour améliorer la santé et le bien-être de la population. Et pour cela, au nom des partenaires techniques et financiers, je profite de cette occasion pour saluer tous les efforts déployés par le gouvernement dans l'amélioration de la santé et le bien-être de la population malagasy. Étant une excellente opportunité d'offrir gratuitement une gamme de soins de proximité, la caravane offre aussi une occasion unique de garantir l'accès à des soins essentiels pour surtout les plus vulnérables. Surtout les personnes les plus vulnérables doivent profiter de ces soins gratuits. Tout le monde profite, mais surtout les plus vulnérables. Les gens peuvent penser que c'est des dépenses que nous sommes en train de faire. Mais c'est un investissement, Monsieur le Président du Sénat, Messieurs et Madame les membres du gouvernement, Madame la Ministre des Finances, c'est un investissement. Pourquoi c'est un investissement? Les dépenses que nous faisons avec cette caravane vont permettre surtout aux femmes d'être en bonne santé, de travailler, de produire, et cela va engendrer des revenus, peut-être pas immédiats mais à long terme. Et c'est pour ça que je dis que $1 dépensé pour la caravane peut produire peut-être 3 à 4 $ d'investissement.
En plus de cet événement, Sarbidni Ek, le ministère de la Santé publique a donné des consignes au centre de santé de chaque district d'organiser des événements spéciaux pour les femmes en cette préparation de la Journée mondiale de la femme. Le ministre de la Justice, Rakout Mandimbi Benjamin Alexis, a rappelé avec fermeté que tous les détenus doivent bénéficier des mêmes droits, à l'exception des malades. Il avait ainsi ordonné, il y a 2 semaines, la fermeture de Maputo, un espace initialement destiné aux prisonniers politiques à la prison d'Intanmour. Lors d'une visite inopinée sur les lieux, il a constaté que l'endroit était encore ouvert et face à cette situation, il a immédiatement pris des mesures. Christelle Rakout Malal et Yves Janel. Selon le ministre de la Justice, Rakout Mandimbi Benjamin Alexis, il n'existe pas de prisonniers politiques. Tous les détenus doivent être traités de la même manière, sauf les malades et les personnes âgées de plus de 70 ans. C'est dans cette optique qu'il avait ordonné la fermeture du quartier dénommé Maputo il y a 2 semaines. Un quartier au sein d'Intanmour, devenu au fil du temps un lieu où la corruption règne, permettant à ceux qui pouvaient se le payer d'y être transférés. Lors de son inspection à la prison d'Intanmour, il a découvert que l'endroit était encore en fonction et les équipements particuliers des détenus étaient encore sur place. Il a alors réitéré la consigne de fermer définitivement ce quartier. Selon les explications, malgré la surpopulation à la prison d'Intanmour, les droits des détenus sont respectés. Ils disposent de sanitaires, d'un centre médical, de repas réguliers et d'un complément nutritionnel comme le pamplinut pour les plus vulnérables. De son côté, la directrice générale de l'administration pénitentiaire, Voulazara Sakina Mohamed, a souligné que des formations sont proposées aux détenus afin de faciliter leur réinsertion au sein de la société. Actuellement, 4822 détenus sont incarcérés à Intanmour, alors que la prison a une capacité maximale de 1000 places. Parmi eux, 136 sont des mineurs. Le respect de la dignité humaine étant une priorité pour l'État, 9 nouvelles prisons ont été construites sous la présidence d'Anjradouel. Les détenus d'Intanmour et de Siafa y seront progressivement transférés. Parmi ces infrastructures, la prison d'Imertiet-Tousk accueille déjà 400 détenus. Concernant la prison d'Avarajan, récemment inaugurée, elle devrait pouvoir accueillir les premiers détenus transférés d'Intanmour à partir du mois de juillet. Si la prison d'Ikelvunjak à Yous est destinée à accueillir les kidnappeurs, les voleurs de zébus, les violeurs et ceux qui ont commis des meurtres. Ensuite, 18 personnes ont été incarcérées hier à Tiafa et Intanmour après avoir kidnappé un enfant albinos la nuit du 8 février à Voémar. La procureure Rakoutnienne Nanarin Janavaln a souligné que certains crimes entraînent systématiquement des peines de prison, notamment l'enlèvement d'enfants albinos, la traite d'êtres humains, les kidnappings, les viols, les meurtres, les incendies criminels et le trafic des ressources naturelles. Les détails toujours avec Ruth Christelle Rakout Malal et Yves Janel. Le parquet adopte une politique stricte et intransigeante face aux infractions majeures, conformément aux directives du ministre de la Justice. Parmi les délits sévèrement réprimés figurent la traite des êtres humains, les violences basées sur le genre, notamment les viols, les homicides, les kidnappings, le trafic et l'usage de stupéfiants, l'exportation illégale des ressources naturelles, les incendies volontaires, l'enlèvement d'enfants albinos. Toute personne impliquée dans ces crimes sera systématiquement placée en détention, a précisé la procureure. Si jamais les coupables sont libérés après leur procès, le parquet fera appel, souligne la procureure Rakoutnienne Narinjanavaln. Concernant les 18 personnes impliquées dans l'enlèvement d'un enfant albinos il y a quelques jours à Voémar, les 4 femmes ont été incarcérées à Intanmour, tandis que les hommes ont été envoyés à Tiafa.
Et l'enquête sur l'assassinat du maire de Mangatabouang qui progresse actuellement. Les forces de l'ordre ont arrêté 3 nouveaux suspects, portant à 6 le nombre total des interpellés dans le cadre de cette affaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, au moins 5 assaillants armés ont mené l'attaque à visage découvert. Et face à la gravité des faits, les forces de défense ont été mobilisées pour traquer les criminels toujours en fuite. Les autorités annoncent des sanctions sévères contre les auteurs de cet acte. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur ce crime d'après la gendarmerie nationale. En éducation, la plupart des élèves sont retournés sur les bancs de l'école après la pause de la semaine dernière. Les écoles prennent des mesures préventives en cette saison estivale, comme les changements d'heure de fin de cours. Plus de détails avec Fanjesseli Mireille et Yves Janel. Cette école, Sizambouy-Manarn, est en pleine préparation de l'examen qui aura lieu la semaine prochaine. En effet, s'il aurait dû avoir lieu cette semaine du 24 janvier, cet examen a été reporté pour la semaine du 3 mars en raison de la petite pause imposée de la semaine dernière à cause des intempéries. Afin d'éviter d'éventuels incidents, les écoles prennent toujours des mesures spéciales durant la saison des pluies. Pour cette école, les horaires de fin de cours sont avancés. Malgré cela, l'intégralité du programme sera achevée, ont déclaré les responsables de ces écoles. Ensuite, toujours dans ce même cadre, au total, 14 558 enseignants issus des écoles privées des niveaux primaires, collèges et lycées des 8 Cisco qui composent la traîne Analamang ont bénéficié d'une subvention ce jour. Ce soutien financier aux enseignants s'élève à 50 000 arrières contre 24 000 arrières auparavant. Reportage signé Félan Rakoursoul. La distribution des subventions pour l'année 2023 pour les enseignants des écoles privées a débuté aujourd'hui au lycée Rabé Harvé Lou Analakeli. Au total, 14 558 enseignants des écoles privées des niveaux primaires, collèges et lycées des 8 Cisco qui composent la traîne Analamang, à savoir Antananarivo, Atsimjan, Antananarivo Avarajan, Anjamasn, Ankasbe, Anzuzurbe, Manzakajin et Ambouijachim ont bénéficié de cette subvention pour l'année 2023. Un montant de 727 900 000 arrières a été distribué à cet effet. Parallèlement à cela, il y a eu la distribution de chèques à 450 enseignants des écoles privées dont les frais de scolarité s'élèvent à moins de 800 arrières. La valeur totale de ces chèques s'élève à 121 500 000 arrières. Et le Centre national de recherche pour l'environnement, ou CNRE, est ouvert à toute collaboration dans le domaine de l'enseignement supérieur, notamment avec les universités et les divers instituts. L'objectif est de faire connaître ce centre, mais aussi de promouvoir le domaine de la recherche. Hier a été signée la convention de partenariat avec le CNRE et l'Université catholique de Madagascar, ou UCM, à Fiadanan, pour une collaboration dans le domaine de la recherche. Reportage signé Naté Rakoutmav. Le Centre national de recherche pour l'environnement, ou CNRE, est ouvert à toutes les collaborations avec les écoles supérieures, les universités, mais aussi les instituts de formation dans toute la grande île pour la promotion du secteur de la recherche, mais aussi pour faire connaître ce secteur au niveau des jeunes et des étudiants afin de les inciter ici à investir. À cet effet, le CNRE a signé à Fiadanan une convention de partenariat avec l'Université catholique de Madagascar. Le directeur du CNRE a également confirmé que l'existence de ce type de coopération aide également les étudiants pour les stages et pour l'obtention de leur diplôme. L'objectif est également que les jeunes puissent opter pour ce domaine de recherche. Rappelons que le CNRE est un centre placé sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et compte 4 départements. Dans un tout autre sujet, la transparence de la gestion des pêcheries maritimes à Madagascar s'est améliorée selon le rapport de l'année 2023 de la FITI, ou Initiative pour la transparence des pêches. Madagascar a rejoint l'Initiative pour la transparence des pêches, ou FITI, qui porte sur la transparence de la gestion des pêcheries. Madagascar est le 5e pays après la Mauritanie, les Seychelles, le Cap-Vert et l'Équateur à rejoindre la FITI, l'initiative de transparence dans le secteur de la pêche en 2021. Le groupe multipartite national, ou GMN, a publié officiellement le premier rapport sur le secteur de la pêche hier, et un rapport qui a été partagé avec divers acteurs dont des représentants du ministère, du secteur privé, de la société civile et des partenaires.
Place maintenant aux actualités internationales. Chéri Bibas et ses deux garçons, Ariel et Kéfir, âgés respectivement de 4 ans et 8 mois et demi lors de leur enlèvement au kibbutz Nir Oz le 7 octobre 2023, sont devenus en Israël le symbole de la tragédie qui a frappé le pays ce jour-là avec l'attaque sans précédent du Hamas et de la mobilisation pour la libération des otages. Reportage signé France 24. Ces sourires ont fait le tour du monde. Les visages de Chéri et de ses deux garçons, Ariel 4 ans et Kfir 8 mois, le plus jeune otage du Hamas. Une famille devenue symbole des pires attaques terroristes sur le sol israélien. Le 7 octobre 2023, dans le kibbutz Nir Oz, dans le sud-ouest d'Israël, près de la frontière avec Gaza, Yarden Bibas est enlevé dans sa maison par les hommes du Hamas. Ils s'en prennent ensuite à Chéri, qui tente de protéger ses deux enfants, alors qu'ils sont emmenés vers la bande de Gaza. Des images qui ont ému à travers le monde. Un mois après, le Hamas annonce la mort de Chéri Bibas et de ses enfants dans une frappe israélienne. Mais les médecins légistes israéliens ont révélé qu'ils avaient été assassinés par leur geôlier. Yarden, lui, a été libéré le 1er février. Une confusion autour de son authentification, le corps de Chéri Bibas a été restitué par le Hamas en fin de semaine dernière, dans le cadre de la trêve fragile avec Israël, en vigueur depuis le 19 janvier. Le président américain a demandé à l'Ukraine de lui donner accès à ses ressources minières pour compenser les milliards de dollars d'aide versés par l'administration de son prédécesseur Joe Biden. Reportage sur les images de France 24. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump le martèle, il veut récupérer l'argent versé à l'Ukraine depuis 3 ans. Selon plusieurs responsables américains et ukrainiens, Kiev et Washington se sont finalement mis d'accord sur une future exploitation commune des ressources minières ukrainiennes. J'ai entendu dire que le président Zelensky viendrait vendredi. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il vienne. Il aimerait signer avec moi cet accord qui est très important. Le contribuable américain va maintenant récupérer son argent et même plus. Les négociations ont été menées en 2 temps. L'Ukraine a d'abord rejeté la première proposition américaine, jugée défavorable, avant de dire oui à la seconde, plus équitable. Selon le Financial Times, elle acterait la création d'un fonds d'investissement co-géré par les 2 pays. Les revenus proviendraient des richesses minières ukrainiennes, mais aussi des futures exploitations pétrolières et gazières. En revanche, le texte resterait très flou sur les garanties de sécurité apportées par les États-Unis. Une victoire pour Donald Trump, qui n'exclut pas de négocier un accord similaire avec le Kremlin. Lorsque vous avez parlé à Vladimir Poutine, est-ce que vous avez évoqué la possibilité d'un accord sur les minerais des terres ukrainiennes qui sont contrôlées par la Russie? Je n'en ai pas du tout parlé, mais j'aimerais acheter des minerais sur le territoire russe si nous le pouvons. Ils ont aussi de très bonnes terres rares. Ce serait une bonne chose pour la Russie car nous pourrions y faire des affaires. Ils ont des terres de grande valeur qui ne sont pas utilisées. L'Ukraine possède des ressources comme le graphite, le tantal et le lithium, utilisés pour les batteries et dans de très nombreux secteurs industriels. Les États-Unis espèrent ainsi réduire leur dépendance à l'égard de la Chine, en situation de quasi-monopole sur ces matériaux stratégiques. Et la vie reprend doucement son cours à Wad Madani, au Soudan, déserté par ses habitants après être tombé aux mains des forces soutien rapide ou FSR en décembre 2023. La ville a été reprise par l'armée régulière en janvier dernier. Certains déplacés ont commencé à rentrer chez eux. Reportage de France 24. Sur les étalages du marché de Wad Madani, vendeurs et clients négocient avec ferveur des sachets de fruits, de légumes et d'épices. Un timide retour à la vie normale dans la capitale de l'État d'Al Jazeera, dont les rues étaient encore désertes il y a un mois. La ville est sûre maintenant, tout va bien. Le marché fonctionne comme vous pouvez le voir, ainsi que les transports. Mais il manque encore une chose, les gens doivent revenir. À quelques centaines de mètres, les rues portent encore les stigmates de la guerre. Wad Madani avait été le théâtre d'intenses combats avant de tomber aux mains des forces de soutien rapide en décembre 2023, poussant de nombreux civils à s'enfuir. La ville stratégique située au centre du Soudan a été reprise par l'armée en janvier. Et si certains habitants commencent aujourd'hui à rentrer, les défis restent nombreux, à l'heure où l'eau courante et l'électricité n'ont pas encore été rétablies.
Nous dépendons toujours des générateurs car il n'y a pas d'électricité. Nos fournitures chirurgicales sont presque périmées et nous avons vraiment besoin de plus de matériel d'anesthésie. Alors que les premiers civils commencent à rentrer chez eux à Wad Madani, un retour à la normale semble encore hors de portée pour les 12 millions de Soudanais déplacés par la guerre. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous clôturons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre la série intitulée Strike Back. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Au revoir à tous.